Donc, ce qui m'a été demandé de présenter avec cette focale qui est la mienne, c'est l'insertion dans la cité et quelles pistes développer. Et je voudrais le prendre à contre-pied, c'est-à-dire s'il s'agit de pistes d'insertion, on voit bien que nous sommes dans la question de l'attachement à la cité, l'attachement au social, l'attachement à l'entourage, l'enracinement, l'intégration. Plutôt que de donner les pistes de tout cela, je prends le contre-pied, je voudrais parler des pistes de non-exclusion, c'est-à-dire comment faire pour ne pas exclure avant d'inclure et d'insérer dans la cité. Alors si on fait un court rappel à la fin des années 90, eh bien, nous avions quand même des effets de la désinstitutionnalisation qui ont permis de ne plus passer vie entière à l'hôpital, et ce qui était plutôt une bonne chose. Bon, alors bien sûr, diminution des structures intra-hospitalières, mais nous n'avons pas eu autant de structures extra-hospitalières qui se sont construites. Et de fait, le Delta fait dire, je dirais, aux personnes qui ne connaissent pas forcément le problème de près ou de loin, et notamment les médias, que c'est à cause de la fermeture des lits que les gens sont dans la rue. C'est un peu court, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais focaliser les choses, c'est-à-dire que peut-être, mais ça n'est pas que ça, donc on est sur une distinction des personnes à la rue telles que les migrants, telles que les personnes qui se sont sentis ballottés par la vie, et puis, je dirais, le psychotique ou les personnes présentant des psychoses qui sont exclues du fait même de leur maladie. Si on reprend l'espérance de vie, ce qu'on appelle en France la durée moyenne de séjour, c'est 80 ans globalement. L'âge moyen des patients schizophrènes, c'est 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a un delta de 20 ans d'espérance de vie pour la schizophrénie. Et lorsque l'on prend la même durée moyenne de séjour à la rue, eh bien, nous tombons à 46 ans. Donc, vous voyez, le cumul, non pas des mandats, mais le cumul des handicaps, c'est-à-dire qu'être psychotique à la rue, eh bien, on a de fortes chances de perdre 34 ans d'espérance de vie, ce qui n'est pas rien quand même, c'est-à-dire qu'on est à peu près à l'équivalent du Libéria. Juste pour vous donner une idée, toutes les personnes en très grande précarité ou à la rue ne sont pas malades mentales, bien sûr, mais seulement un tiers, ce qui est déjà pas mal. Et je vous donne cette diapositive que vous pouvez retrouver dans l'enquête Samantha à laquelle j'avais participé, qui est téléchargeable sur le site de l'Observatoire du SAMU social de Paris. 13% de psychotiques parmi la population à la rue, c'est-à-dire 10 fois plus que la population générale. Et quand on prend les tranches d'âge 18-25 ans, 17%. C'est-à-dire que si vous avez 6 ados qui tiennent le mur dans une banlieue, eh bien, il y en a un qui est tenu par le mur. Bon, il faut aller le rencontrer, il faut aller le voir. Donc, c'est toute la question de la démarche proactive et de ce que nous faisons avec notamment les équipes mobiles psychiatrie précarité. Alors, ces facteurs de risque de précarité, d'exclusion, eh bien sûr, ce sont les difficultés sociales, c'est-à-dire le logement. Comment accéder au logement ? Alors, il y a différentes techniques. Il y en a une très en vogue en ce moment, qui est celle dite de un chez-soi d'abord. Vous avez dû en entendre parler. Bon, il s'agit de proposer d'emblée à des personnes qui vivent à la rue, qui sont en situation régulière, qui se présentent toutes les garanties pour faire l'expérimentation. Et maintenant, on est sorti de l'expérimentation et ce dispositif est pérenne. Voilà, c'est de proposer à des patients porteurs de schizophrénie, de bipolarité et d'addiction d'avoir un logement d'emblée. Mais ce logement d'emblée, ce n'est pas une fin en soi.
Et ce qui fait la qualité de cette démarche de sortie de rue, c'est l'accompagnement pendant plusieurs années, notamment au moins 3 ans, dans une démarche effectivement de recovery, d'empowerment, c'est-à-dire retrouver la capacité à faire ses choix et à choisir son orientation soi-même. Bon, donc on est vraiment dans le rétablissement par cette technique et on a les premiers résultats. On voit bien que les gens consomment moins de produits, fréquentent moins les urgences, sont moins longtemps hospitalisés, recontactent leur environnement, retrouvent une santé physique, bien sûr, mais aussi une santé psychique. Voilà, il y a tout un parcours de rétablissement qui est assez intéressant. Bon, mais accéder au logement, c'est une chose. Le problème, c'est de s'y maintenir. Et là, on a de grandes difficultés, et j'en parlerai un peu plus loin. Mais comment faire pour que les patients se maintiennent dans leur logement, c'est-à-dire, en fin de compte, prévenir, par exemple, la diogénisation. Vous savez, syndrome de Diogène, c'est très tendance aussi. Mais c'est un fourre-tout, d'ailleurs, c'est Diogène. Consommation d'alcool est toxique. On est très inquiet de voir que c'est un facteur d'exclusion assez important. On passe en dessous de la barre des 10 ans pour la première ivresse. Bon, donc voilà, quand vous avez nos gamins qui commencent à prendre des bitures, alors, effectivement, on a envoyé des messages qui étaient importants. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Voilà, donc c'est-à-dire que pour s'intégrer dans la cité, il faut picoler. Bon, chez nous. Voilà, ce qui pose des problèmes culturels, notamment pour les migrants, ce qui pose des problèmes pour les adolescents et les adultes en devenir. Le problème des antécédents psychiatriques. Comment s'insérer dans la cité lorsque on est passé à travers tous les filets, ce que j'appelle les filets de sécurité et de sécurité sociale qui permettent de retenir. Alors je ne dis pas qu'il faut rétablir le service national. Je dis simplement, par exemple, que pour les hommes, à une époque, le service national permettait de repérer les analphabètes, les grands malades, les personnes. C'était un moyen d'accéder aux soins, c'était un moyen de rester intégré dans la cité. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Probablement quelque chose qui n'était pas aussi efficient. Bon. Lorsqu'on voit dans les événements de vie des personnes qu'on rencontre, eh bien voilà, plus d'un quart avait été suivi par un juge avant 18 ans. Donc il y avait quelque chose à faire dans ces filtres sociaux qui ont disparu, et notamment quel filet de sécurité scolaire. Où sont les psychologues scolaires? Où sont les médecins scolaires? Où sont les infirmiers scolaires? Voilà, alors il y a des projets de les rétablir, ça aussi, rétablissement. Un gamin qui a des difficultés scolaires, c'est pas forcément un imbécile, un idiot, un incapable, un handicapé. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est déprimé, qui n'est pas bien, qui a des troubles d'ordre cognitif, qui a besoin d'être aidé. Or, voilà, il y a une disparition de ces filtres qui font qu'on a un peu plus de mal à s'insérer dans la société. Et puis, bien sûr, l'histoire infantile perturbée. Bien souvent, on a des événements de vie importants. 25% des personnes aussi rencontrées avaient des parents eux-mêmes en difficulté matérielle. D'autres ont été placés, d'autres ont fugué. Enfin bon, on peut multiplier comme ça à l'envi les histoires infantiles perturbées, sans parler des agressions sexuelles et autres difficultés, traumatismes et, je dirais, croche-patte de la vie dès l'enfance. Bon, alors bien sûr, ces facteurs de risque, c'est statistique, et ça n'est que de l'acquis. Il y a aussi l'inné. Je vous ai mis cette photo qui est, vous connaissez probablement ce film, Slumdog Millionnaire, où on voit bien que deux enfants deux frères plongés dans le même bain de précarité, l'un s'en sort plutôt bien, l'autre plutôt mal.
Bon, donc ça veut dire qu'il y a aussi la capacité individuelle qui est à mobiliser, ce que appellerait Boris Cyrulnik la résilience. Voilà, donc l'inné, l'acquis, et tout ça peut conduire à une exclusion. Et ce n'est pas simplement la fermeture des lits de psychiatrie. Mais là où on peut jouer un rôle, c'est sur le 6e facteur de risque qui est important, c'est la mauvaise utilisation de nos services. C'est-à-dire que je pense qu'on peut encore s'améliorer. C'est pour cela qu'on s'engage dans la plupart des hôpitaux dans des démarches de qualité. Voilà, des hospitalisations qui ne servent pas forcément à grand-chose, des sortes de passages itératifs non construits, des non-coordinations. En France, on a tous les moyens qu'il faut. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas les moyens. Ne serait-ce que pour les exclus, on considère qu'il y a 300 000 personnes en France, dont 50 000 en Île-de-France, à la rue ou presque. En France, on est 300 à 350 000 personnes à s'occuper d'eux. Donc on pourrait dire qu'on est dans un ratio de un aidant pour un aidé, ce qui est impensable. Mais pourtant, c'est le fait. Ce qui nous semble important pour nous, c'est plutôt la permanence du lien que du soin. En tous les cas, si on veut rester inséré dans la cité, on peut être très bien soigné et être en quelque sorte non inséré. Ce qui veut dire qu'il faut accueillir les personnes dans un lien bas seuil avec des qualificatifs que je vous ai mentionnés là, c'est-à-dire que jamais de copier-coller, diversifier le plus possible les prises en charge, personnaliser ces accompagnements, tout en respectant bien sûr l'autonomie et les capacités des personnes à faire leur choix. C'est là où, vers quelle route et vers quelle piste on peut se diriger, eh bien, c'est tout l'aspect de la médiation. Qu'importe la médiation, pourvu qu'elle crée du lien et qu'elle le maintienne. Et c'est bien pour cela que l'on met en place des approches par le corps, notamment, tout ce qui est l'accès aux soins somatiques. Les patients meurent maintenant plus souvent de maladies somatiques que de leur pathologie mentale ou de leur handicap psychique. Donc il y a quelque chose à voir avec le soin, avec le corps, et donc pourquoi ne pas développer d'autres aspects plus importants autour de la prise en charge corporelle. La création, quid de la création lorsque on est tout le temps dans le don. Voilà, quelle est la possibilité pour ces personnes d'avoir un contre-don? Quelle est la possibilité de pouvoir créer? Bon, bien, il faut essayer de les aider dans cette démarche-là. Des art-thérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, bref, tout ce qui va tourner autour de la création de soi et avec les autres. Et puis enfin, l'aspect social, avec bien sûr l'accès aux droits, l'assistance, les attributions, tout cela, ça fait partie du rétablissement. Et c'est bien pour ça qu'on a mis en place, par exemple, à Sainte-Anne, une permanence juridique, accès aux droits en santé mentale. On a des assistants sociaux un peu spécialisés sur la précarité. Il y a les PASS, les permanences d'accès aux soins en milieu psychiatrique. C'est-à-dire que même pour les plus exclus, on arrive à les aider. Bon, voilà, tout cela nécessite un accompagnement global qui ne peut être tronçonné et ne peut être parcellisé. Et on voit que cet accompagnement, il peut se faire par des accompagnants médico-psychologiques, par des médiateurs santé-père, voilà, par tout père aidant. Alors, en ce qui concerne le lieu de vie, parce que c'est quand même ça qui est important, vous voyez, j'ai essayé de lister sur cette diapositive tous les lieux où on peut voilà, trouver un patient en difficulté. Avant qu'il soit dans un HLM tout seul dans son studio, et d'ailleurs on ne voit pas pourquoi tout seul, il y a des possibilités et une multitude de dispositifs qui peuvent les aider en fonction de leur évolution. Alors le DALO, moi je suis plutôt contre, je l'ai déjà dit, je suis pour le DALA, c'est-à-dire le droit au logement accompagné.
parce que filer un toit à quelqu'un qui n'a pas l'habileté à habiter, eh bien, ça pose problème. Donc, bien, il faut travailler avec, bien sûr, les élus, les soignants, les accompagnants de tout poil. Et ça peut se faire notamment dans le cadre des conseils locaux de santé mentale, où on peut créer des choses, où on peut anticiper un petit peu les projets, créer, co-construire ensemble entre le réseau associatif, les soignants. Voilà, puisque un toit seul ne suffit pas, un accompagnement social seul non plus, et un suivi médical non plus. Alors, est-ce qu'il faut du housing first? Est-ce qu'il faut du working first? Bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais juste pour vous relater l'expérience que l'on fait dans le service, nous avons mis en place un accompagnement qui s'appelle chantier thérapeutique, c'est-à-dire que nous proposons à des patients qui n'ont pas de travail, qui sont en période de réhabilitation, en tous les cas de mieux-être, d'accéder d'emblée à un travail en étant rémunérés sur l'association du service, avec un CDD de 2 ans. Mais c'est un chantier thérapeutique, ça n'est pas une insertion, ça n'est pas une entreprise intermédiaire, c'est pas un chantier d'insertion, c'est une unité de soins. Et ce travail consiste à réhabiliter des logements qui ont été dégradés par d'autres patients. Et donc ce sont des échanges entre des patients qui n'ont pas de logement ou sont en cours d'obtention d'un logement, qui vivent dans des structures plutôt de groupe, ou en tous les cas pas leur logement, pas leur chez-soi. Eh bien, ces personnes-là travaillent chez des personnes qui ont un chez-soi, mais qui l'ont dégradé. Et c'est assez intéressant pour justement travailler cette habileté et cette habilité à habiter. Donc Working First peut-être aussi, c'est une des techniques. Il y a une association avec Emmaüs qui propose quelques heures de travail d'emblée, même en étant à la rue. Ça permet aussi de réembrayer. Bon, moi je suis plutôt pour le binding first, c'est-à-dire maintenir le lien d'abord pour une meilleure mobilisation psychique, c'est-à-dire vraiment tenir le lien avec ces personnes, quel que soit leur état, quelle que soit leur situation. Et pour terminer, je répète, l'insertion ne se tronçonne pas. C'est une forme d'hospitalité dans la cité. Je vous remercie.